Nouveau rendez-vous hein, avec eTrust et Zataz. Je vous ai fait un petit tour des activités, on va dire, malveillantes de ce mois de mars 2017. Et je vous ai fait quelques petits chiffres pour avoir une petite idée quand même de l'évolution. Moi, depuis maintenant bientôt plus de 25 ans, j'aime les chiffres et surtout voir s'il y a une véritable évolution. Et au mois de mars, eh bien, j'ai eu une véritable, en tout cas, dans les actes malveillants, une hausse assez significative du vol de bases de données. Je suis à plus de 19%. Alors, comment je me base? Eh bien, c'est simple, hein, c'est par rapport aux informations que je peux collecter dans le black market, mais aussi que certains me remontent, que ce soit par mail, Twitter ou par d'autres moyens dits sécurisés, que ce soit de hackers, hein, donc pour moi le cybercitoyen, celui qui veut aider, mais malheureusement aussi du malveillant, du pirate, qui souvent quand il annonce l'acte, il est malheureusement trop tard pour les entreprises. Il faut savoir qu'en février, le protocole Zataz, hein, j'ai pu aider plus de 65 000 entreprises bénévolement depuis la création de Zataz.com. Eh bien en février, c'était 62 alertes hein, du protocole Zataz. Au mois de mars, c'est 34. Alors il faut savoir que c'est 34, mais il y en a toujours 67 en cours de traitement. Comprenez que les entreprises ont été alertées, que j'ai reçu ou non un message, un mail me disant merci, nous traitons, merci, nous écoutons, ou merci, nous vous appelons. Je vous cache pas que ceux qui me disent souvent merci, nous vous appelons ne donnent plus jamais de nouvelles et c'est plutôt dommageable. Donc il y en a toujours 67 en cours de traitement. La CNIL a été alertée pour ces cas. Dans tous les cas, en plus, ce sont des fuites de données qui rentrent dans l'idée du GRPD. Hein. N'oubliez pas cette loi qui va se mettre en place le 25 mai 2018, qui va inciter les entreprises à faire beaucoup plus attention aux données de leurs clients. Pour preuve, ça vous coûtera peut-être jusqu'à 20 millions d'euros. Ce qui est certain, c'est que ça pourrait vous coûter 10% de votre chiffre d'affaires. Et en tout cas, il faudra, comme on l'a rappelé le mois dernier, hein, avec la WeTrust Community, ça vous coûtera aussi un recommandé avec accusé de réception pour chaque client impacté, soit par la fuite, soit par le piratage, soit par le fait simplement que la donnée ait été consultée. Donc imaginez, vous avez 10 000, 50 000, 100 000 clients, eh bien vous additionnez tout ça, vous multipliez, même je dirais tout ça, aux alentours de 7-8 euros par personne dans les 72 heures. Autant dire que votre chiffre d'affaires ne va pas apprécier l'humour. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, j'ai eu pas mal d'hébergeurs touchés par ce qu'on appelle des mass attaques. Alors, il n'y a vraiment rien de mirobolant dans ce genre d'attaque, sauf que quand le pirate réussit à mettre la main sur un hébergeur ou une société spécialisée dans le web marketing ou dans la création de sites internet, eh bien, ça fait de gros dégâts. Un exemple, bah, c'est pas plus tard que cette nuit, si jamais vous avez ce fichier à largue 53.html dans vos serveurs, je vais être très honnête avec vous, vous avez plusieurs choix. Mettre un cierge, pleurer et surtout vérifier qu'il n'y ait pas un shell, une backdoor à l'intérieur. En tout cas, il va falloir copier, donc retirer ce genre de page, patcher, et puis surtout, éventuellement, si vous êtes un propriétaire d'un site internet dont l'hébergeur a été attaqué, éventuellement lui taper sur les doigts, parce que là, pour cette faille, hein, c'est clairement, en tout cas pour celui-ci, pour cette masse attaque que vous avez dans les yeux, c'est clairement cette société de web marketing qui, à première vue, n'a pas été très propre côté sécurité informatique, et c'est plus de 300 clients qui ont été impactés. C'est plutôt dommageable. D'autant plus qu'on peut se retrouver avec ce genre de message. Alors là, on est beaucoup plus dans l'esprit des pirates politiques turcs, qui, je le rappelle, hein, sont pour moi les plus dangereux avec les pirates brésiliens et indiens. On nous parle beaucoup hein, des pirates chinois, des pirates nord-coréens, des pirates russes. Je peux vous dire que, en tout cas, dans les serveurs français, ils sont beaucoup plus présents que nos amis russes, hein, qui, à première vue, ne s'intéressent qu'aux hommes politiques. Hein. Moi, je vais être honnête avec vous, les pirates turcs s'intéressent beaucoup plus à tout le monde, parce que eux, dans leurs yeux, on est de véritables petits porte-monnaie sur pattes et ils font vraiment des dégâts. Là, un exemple, hein, c'est l'un des espaces de l'Université catholique de Lille. Et ben voilà, ils ont laissé leurs traces, sauf que ces pirates-là, ça fait plus de 18 ans qu'ils agissent, et cette nuit, ils ont tapé quasiment 600 sites de partout dans le monde, juste pour laisser leurs traces. On en reparlera peut-être un jour, mais je vais être très clair avec vous, cette trace est surtout pour attirer le chaland dans le black market. Autre exemple, regardez à gauche une clinique, alors elle a carrément perdu son nom de domaine, mais à droite, c'est l'armée du salut, l'armée-du-salut.fr, qui se retrouve à vendre quoi? Du Viagra ou du Cialis. C'est plutôt gênant parce que comme je vous le montrais auparavant, on a des pirates informatiques qui laissent leurs traces, hein, imaginez toujours l'ours qui se frotte contre un arbre qui laisse son odeur, et bien là c'est le même principe dans l'aspect numérique.
Eh bien pour ces deux cas, eh bien là le pirate a été malheureusement plus malin, il utilise donc l'espace connu de ces sites malheureusement piratés, et puis il va y cacher ses propres boutiques de contrefaçon. Plutôt gênant parce que là on se retrouve clairement avec de la contrefaçon, et si jamais les autorités décident de débarquer parce que des gens vont peut-être acheter ce genre de poison et vont peut-être avoir des problèmes et ils vont se dire mais attendez, moi ce sont des sites officiels qui me les ont vendus, je me retourne contre qui? Donc le piratage informatique, l'attaque d'un site internet, ça ressemble aussi à ça. Alors là, je vous ai montré les petites pilules qui font plaisir à madame ou à monsieur, ça dépend. On y trouve aussi des fausses baskets, on y trouve aussi des contrefaçons de marques, on retrouve de plus en plus de produits pour le football. Bref, si votre site, vous ne souhaitez pas qu'il se transforme en espèce de supermarché d'illicite, le meilleur moyen est quand même de le sécuriser et aussi de veiller sur lui. Autre exemple, bienvenue chez les Ch'tis, ça c'est pour les cinéphiles. Vous vous souvenez de ce film de Danny Boone, ça s'est passé à Bergue. Et là, avec les beaux jours, j'espère que c'est votre cas en tout cas, ciel bleu et soleil, certains auront envie d'aller peut-être sur les traces de Danny Boone. Et oh magie, en visitant le site de Bergue Tourisme, donc l'office de tourisme de cette petite ville, fort sympathique au demeurant, c'est près de Dunkerque, je fais un petit peu de tourisme, et bien là, carrément, c'est Chrome qui vous indique attention, danger. Je vous cache pas que quand vous commencez à triturer dedans, des malveillants ont trouvé le moyen d'y cacher des liens qui peuvent injecter du code suffisamment dangereux pour, par exemple, infiltrer votre ordinateur. Donc du coup, le site internet est utilisé aussi pour un espèce de rebond d'attaque. Là, c'est pas de l'homme du milieu. Là, on est clairement dans un site qui va peut-être infecter votre machine, surtout si cette dernière n'est pas mise à jour. Plutôt gênant quand ce sont vos clients qui vont être impactés par voilà, votre manque de sécurité et de bienveillance numérique. Ce qui est plutôt gênant aussi, c'est que par exemple dans les attaques de ces 48 dernières heures, surtout ça, comme je vous ai expliqué pour les hébergeurs ou les sites de marketing ou de communication sur le web, eh bien vous vous retrouvez, si vous êtes le propriétaire d'un site, avec cette espèce de petit logo qui vous dit votre compte a été suspendu. Plutôt gênant quand vous vous réveillez le matin et que c'est peut-être votre business aussi qui a été suspendu. Tout ça pourquoi? Pour une faille, un bug, en tout cas une non-surveillance de votre espace de travail numérique. C'est plutôt gênant, un, pour l'image de marque, autant dire que votre identité numérique en prend un sacré coup, mais alors votre réputation, n'en parlons pas. Pour rappel, le dernier sondage qui a pu être publié sur le sujet, qui a été diffusé d'ailleurs lors du FIC 2017, le Forum international de la cybersécurité à Lille, expliquait que plus de 40% des internautes ayant visité un site malmené, piraté, n'ont plus vraiment envie d'y mettre les pieds. Autant dire que pour fidéliser un client, ça va être un peu compliqué. Autre exemple, ça c'est intéressant d'y revenir, c'est Strut. Vous vous souvenez de Strut, cette faille qui a été annoncée il y a 15 jours, qui visait donc l'outil sur Apache. Moi j'avais référencé 29 millions de sites faillibles de par le monde. Or tout simplement, en prenant Google, un dork, vous savez ces fameuses commandes qu'il suffit de lancer, et Google m'a balancé très clairement, dans la joie et la bonne humeur, 29 millions de sites faillibles à cette faille. Alors en France, j'en avais recensé 250, ce qu'on appelle des triple A. Alors il y avait SFR, Bercy, la CNIL. Alors SFR a été ultra efficace. Correction rapide dès qu'ils ont eu l'information. Bercy, ça a été fermé. La CNIL, comme je peux vous le montrer là en face de vos petits yeux, on connaissait le message diffusé sur l'une des pages. Il y a eu malheureusement aussi des espèces de petits documents comme ça diffusés par les malveillants. Alors malheureusement des ados qui pensent faire les malins mais qui se retrouvent avec une espèce d'arme numérique qui aurait permis d'être beaucoup plus grave dans des esprits en tout cas plus expérimentés. Toujours est-il que pour eux et pour les parents, pour rappel, loi Godefroy, loi liberté informatique, et dans tous les cas, ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Ça, c'était juste pour la petite info juridique, pour rappeler quand même que faire n'importe quoi, ça finit souvent entre quatre murs. Autre exemple, ça c'est le store de la PlayStation, bien, eux aussi ils avaient cette faille. Ils ont été très rapidement alertés par le protocole Zatat, ils ont très rapidement corrigé aussi, mais c'est pour vous montrer que si on ne prête pas attention, si on ne met pas en place un système de sécurité de veille, ça peut taper sur n'importe qui à n'importe quel moment, ça ne reste que de l'informatique. Et l'informatique sécurisée à 100%, ça n'existera jamais. Donc si on peut mettre des humains, si on peut mettre des moyens, si on peut mettre un budget qui permet de se dire, voilà tous les outils humains et matériels que je vais pouvoir mettre pour me protéger et aussi bien sûr protéger mes actifs, protéger mes clients, c'est loin d'être négligeable. Autre exemple, là c'est Lorraine.eu, c'est le conseil départemental de la Lorraine qui s'est retrouvé elle aussi piratée par cette faille, cette fameuse faille Strut. Là on a un petit malin qui a mis son logo, qui a mis son petit marquage, c'était planqué quelque part dans le site. Autant dire qu'on a retrouvé, j'ai retrouvé ce lien dans un black market. À première vue, le petit jeune homme qui a aussi utilisé cette faille pour placer des shells, donc des fameuses backdoors dans certains serveurs, à première vue pas en France, eh bien
utiliser ce genre d'images, d'iconographie, en tout cas de sites piratés, pour faire sa promotion et pour revendre les serveurs infiltrés par son shell. Donc autant dire que se retrouver vendu pour une vingtaine d'euros dans des centaines de mains qui en feront des choses plus ou moins sympathiques, autant réfléchir à deux fois en se disant et si je mettais peut-être à jour mes serveurs, et si je peux peut-être faire appel à des gens compétents qui vont suivre avec moi ma sécurité informatique. Autre petit détail loin d'être négligeable, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois, je vous ai parlé de LikeSource. Alors un site internet un petit peu trouble, mais enfin pour moi il est très trouble, soyons très clairs. Il regroupe toutes les bases de données qui sont piratées. Là vous avez, par exemple, quand j'ai tapé Zataz, eh bien il s'avère que 4 personnes ont utilisé des sites qui ont été piratés. Donc on prend Last.fm en 2012, Ashley Madison le fameux en 2015, un forum sur l'informatique ou sur la PlayStation en 2016. Et donc LikeSource me ressort ces bases de données avec mes informations. Ça peut aller du simple mail à l'IP, en passant par le mot de passe, certes peut-être haché en MD5, mais pour quelques dollars, ils vont vous le déchiffrer, ce mot de passe, le déhacher. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec vos informations, mais dites-vous que vous pouvez taper aussi éventuellement le pseudo, le mail de votre collègue, de votre ennemi, de votre belle-mère, je ne sais trop qui encore. Attention, il n'y a pas de corrélation entre la belle-mère et l'ennemi, hein. Mais toujours est-il que si vous rentrez ces informations, eh bien LikeSource va vous les ressortir aussi, sans même que vous en soyez les propriétaires. C'est comme ça que, par exemple, le patron de Facebook s'est fait avoir il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, hein. Donc LikeSource a été fermé il y a 15 jours, 3 semaines par les autorités. Par magie, comme vous pouvez le voir, il est réapparu sur un site russe. Donc autant dire que pour le faire fermer, ça va être très compliqué. Et comment j'ai eu l'information? Alors comme par magie, j'ai eu l'information par qui? Eh bien par ceux qui ont décidé, en tout cas ils l'annoncent à grande voix, de communiqués de presse et surtout de messages que je peux avoir avec eux en ce moment, mais ils l'ont aussi avec d'autres médias américains, hein. Ce sont les pirates présumés, en tout cas, de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de comptes iCloud. Alors là, ce que je vous montre devant vous, c'est l'une des premières, on va dire, demandes de rançon à Apple. Il leur demandait clairement 150 000 dollars pour éviter de, allez, comme ils le disent, le 7 avril, de fermer l'intégralité des comptes iCloud. Alors ça, c'est ce qu'ils promettent, hein. Le problème, c'est qu'ils montrent de plus en plus de preuves. Comme je vous le montre là, ça c'est une vidéo qu'ils ont diffusée, où on a devant les yeux, dans cette vidéo, plusieurs dizaines de bases de données dans lesquelles est contenu des mails et des mots de passe d'iCloud, en tout cas des comptes. Alors ils parlent entre 200 et 800 millions, autant dire que ça fait pas mal de monde, qui seraient capables de fermer donc le 7 avril. Alors vous irez voir sur zatas.com, j'ai fait un peu le calcul, c'est eux ils annoncent 2500 comptes à la minute. Ça fait grosso merdo quand même 35 millions de comptes à l'heure. Bluff ou pas bluff, moi par rapport aux informations que j'ai pu avoir et les démonstrations qu'ils ont eu la gentillesse de faire sur certains téléphones, j'aurais tendance à croire que moi je vais pas tomber dans un phishing, mais qu'ils ont effectivement peut-être éventuellement mon login et mon mot de passe. Donc je vous le dis clairement, hein, changez-les, mettez la double authentification, au moins vous êtes sûr que là vous serez protégé. Maintenant, on n'a pas d'autre choix que d'attendre le 7 avril pour savoir s'ils ont véritablement tout ça dans leurs mains. En attendant, ils ont mis en place un site internet qui, pour $1, vous permet, quand vous fournissez un compte iCloud, eh bien, ils vous fournissent toutes les informations, dont la situation GPS. Autant dire que pour une petite attaque de jeunes garçons, c'est un peu inquiétant. Voilà, ça c'était l'actualité 2017 des piratages et malveillances 2.0 en France. Autant dire que, à y réfléchir, on va se dire qu'on va se pencher un tout petit peu plus sur comment sécuriser. Et je pense que là, on va parler un peu des SOC quand même, hein, maintenant, pour voir si l'outil va être très rapidement indispensable pour vous. Donc quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix d'un SOC? Alors déjà, on va rappeler un peu ce que c'est que la définition d'un SOC. Un SOC, c'est un dispositif de supervision de la sécurité du système d'information. Le SOC doit assurer plusieurs fonctions, notamment de la détection et l'analyse des menaces internes et externes de l'organisation. Et un SOC doit également apporter des améliorations en termes de sécurité pour s'adapter à l'évolution des menaces. Donc à partir de quoi on va pouvoir réaliser ces fonctions? À l'aide d'outillages, à l'aide de rôles et de compétences, donc des équipes, et à l'aide des procédures et du reporting. Donc en fait, ce sont ces trois éléments qui vont composer le SOC. Donc dans un premier temps, l'outillage, qu'on va détailler juste après, les rôles et compétences et les procédures. Donc en ce qui concerne les principales fonctions de l'outillage dans un SOC. Dans un premier temps, on va collecter les journaux.
collecter les journaux. Alors les journaux de log, ça va être des événements de sécurité, des firewalls par exemple, des routeurs. On va également essayer de récupérer des logs des Windows, des journaux d'événements, etc. Une fois qu'on va collecter ces journaux, on va essayer de les extraire, de les uniformiser. Pourquoi? Alors, extraire l'information importante, toutes les informations contenues dans les événements ne sont pas forcément importantes. Donc c'est à nous de définir un peu, dans le SOC, c'est à nous de définir un peu qu'est-ce qui est important en termes de sécurité à garder et à évaluer et à traiter dans un second temps. L'uniformisation des logs va permettre en fait de faciliter la recherche et l'investigation. Donc c'est une des troisième fonctions d'un SOC, on doit permettre de rechercher dans les logs et d'investiguer, si on veut résoudre un incident par exemple, de faire de l'investigation. Un SOC doit permettre également de générer et de corréler des alertes. Donc générer des alertes à partir de règles et de faire de la corrélation d'alertes afin de, par exemple, de faciliter également l'investigation. Et enfin, on doit pouvoir générer des tableaux de bord. Donc toutes ces principales fonctions sont souvent comprises dans un SIEM. Il faut savoir qu'aussi qu'on peut avoir dans un SOC, il y a d'autres outils, comme un scanner de vulnérabilité, qui va permettre de prévenir un peu, de faire de la prévention, et également tout ce qui est un peu back-office, outils de ticketing pour le traitement des alertes. Donc, après vous avoir parlé des principales fonctionnalités d'un SOC, de l'outillage qu'il possède, je vous parlais des rôles et des compétences. Alors, dans un SOC, comme je vous ai dit, il y a l'outillage, mais il y a aussi les équipes. Donc, quel type de rôle on a besoin dans un SOC? On va avoir besoin d'un SOC spécialiste qui, lui, en fait, dans un premier temps, va installer et intégrer les outils du SIEM. Nous avons ensuite, dans un second temps, tout ce qui est SOC analyste, avec plusieurs niveaux. Donc, le SOC analyste va plutôt faire une analyse des alertes et des incidents, avec le niveau 1 par exemple qui va qualifier l'alerte, le niveau 2 qui va faire une première investigation rapide pour voir par exemple est-ce que c'est un faux positif, est-ce que je le qualifie en incident de sécurité, et le niveau 3 donc, qui va plutôt se charger de l'investigation si le niveau 2 n'arrive pas à régler le problème de l'alerting. Et enfin nous avons le support qui lui va accompagner tout au long pour l'amélioration continue. Donc nous avons plusieurs rôles à différentes phases en fait d'un SOC. La phase projet et le run, le SOC spécialiste durant la phase projet va préparer l'outillage pour qu'ensuite cet outillage soit exploité par les analystes, donc qui eux interviennent au niveau du run, et le support également au niveau du run pour accompagner les entreprises soit à améliorer du coup les alertes, à améliorer les règles pour pas être inondées par la suite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons l'outillage et les équipes. Et pour que tout cela fonctionne correctement, il faut nécessairement des process. Donc un SOC doit posséder des procédures donc pour classifier les alertes. Quand je suis au niveau 1 par exemple, comment je classifie l'alerte? Est-ce que j'ai une procédure qui va me dire je reçois telle alerte, je vais la classifier en critique, plutôt en alerte importante ou faible. Donc ça c'est des procédures qui doivent exister. On doit également avoir des procédures sur la notification, comment je notifie, par quel moyen je notifie le client. Donc, est-ce que je le notifie par mail, par SMS ou par téléphone? Il y a également du reporting, du coup, en ce qui concerne donc, le reporting. Est-ce qu'on fait un rapport hebdomadaire? Est-ce qu'on fait un rapport mensuel, annuel? Donc ça, c'est à décider. Lorsque l'on veut monter un SOC, il faut définir au départ un peu la fréquence des rapports. Désolé pour ce passage. Le rapport... Pardon. Attendez. Hop. Voilà. Donc, comme je vous disais, classification des alertes. Procédure d'escalade. Merci. Procédure d'escalade, c'est-à-dire, écoutez, je suis niveau 2, à quel moment j'escalade au-dessus au niveau 3, sur quoi je dois me baser pour le traitement de l'alerte. Donc notification, je vous en avais parlé tout à l'heure, par quel moyen? Procédure d'investigation, donc si je fais appel par exemple à niveau 3, je dois avoir une procédure d'investigation sur les incidents. Je dois également, du coup, au niveau du reporting, avoir un exemple de rapport d'incident
un template pour pouvoir ensuite le transmettre. À qui est-ce que je vais devoir le transmettre? Ça aussi, ça fait partie des procédures. Donc, qui doit être contacté? Ça aussi, pareil. Ensuite, je vous parlais du coup des rapports hebdomadaires, mensuels, annuels. Et enfin, de procédures de veille. Donc ça, c'est le plus qu'on devrait avoir dans un SOC. C'est avoir de la veille pour se préparer. Et pour se préparer, si par exemple on est une grande entreprise, on doit pouvoir faire de la veille pour savoir si un groupe va nous cibler dans les jours qui suivent. Tout à fait. Euh, donc, pourquoi un SOC? Alors, bah, un SOC, qu'est-ce que ça va nous permettre? Donc, ça va nous permettre d'améliorer la détection des activités malveillantes, de détecter par exemple des ransomware un peu plus rapidement que si on n'en avait pas. Ça permet de se préparer à une attaque interne et externe. Donc, par rapport à quoi? Bah, via des procédures, parce via le retour d'expérience, on peut se préparer. Via des procédures, comme je disais, via les outils, on peut se préparer à une attaque. Ça permet aussi d'améliorer donc le temps de réaction face à un incident de sécurité, donc via le retour d'expérience également, parce que les procédures existent, mais bien sûr ces procédures vont devoir être améliorées au cours du temps pour éviter justement qu'une alerte soit remontée constamment. Il va falloir avoir créé une procédure pour justement limiter le nombre d'alertes. Ça permet aussi d'améliorer la gestion des journaux d'événements. Souvent, dans les entreprises aujourd'hui, la gestion des journaux d'événements, il n'y a aucune politique là-dessus, ou alors elle est soit inexistante, soit peu utilisée. Et le fait d'avoir un projet SOC, ça va permettre dans un premier temps, avant de tout ce qui est alerte, etc., de créer une vraie politique des journaux d'événements, de savoir qu'est-ce qu'on va journaliser, d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on log et ce qu'on ne log pas. Et du fait d'améliorer, quand je parle d'améliorer la gestion des journaux d'événements, c'est aussi de revoir un peu la configuration de ces outils, la configuration de ces firewalls ou de ces applications pour savoir qu'est-ce que ça log, qu'est-ce qu'on pourrait loguer en plus, donc modifier la configuration, qu'est-ce qu'on pourrait loguer en plus pour améliorer la détection, des choses comme ça. Enfin, ça permet de se mettre en conformité par rapport à la loi, par rapport aux certifications et aussi au PSSI. Par exemple, est-ce que ma PSSI est bien respectée au sein de mon entreprise? Eh bien, avec un SOC, on peut voir tout de suite, on peut voir rapidement, disons, si les utilisateurs respectent bien la PSSI, si des applications ne cherchent pas à aller sur un réseau externe, etc. Donc, bon, pour résumer, ça améliore un peu la vision globale de son parc informatique en termes de sécurité. Et autre point, ça facilite l'investigation. Forcément, accéder à une interface graphique qui nous montre tous les logs que l'on traite, pour les techniciens, c'est quand même plus facile et c'est plus rapide que de faire plusieurs greffes dans plusieurs fichiers, de logs. Et ça permet surtout en concentrant les logs au même endroit, ça permet d'accéder rapidement à tous ces logs et d'investiguer plus facilement. Donc évidemment un SOC il y a quand même des problématiques, ça on va pas se le cacher. Hein. Le premier c'est le coût humain et le coût matériel. Sont les deux premiers points. Le coût humain parce que comme je disais, on a des outils mais il faut aussi une équipe qui puisse utiliser ces outils, qui puisse les exploiter. Le coût humain parce que pour traiter les alertes il faut aussi de l'humain derrière. De l'humain des deux côtés, hein, de soit celui qui propose le service SOC, mais aussi du côté de l'organisation qui décide d'avoir un SOC, pour mener les actions pour remédier au problème. Le coût matériel, pourquoi? Parce que, évidemment, quand on traite énormément de logs, quand on traite des millions, voire des milliards de logs dans le mois, eh bien, il faut une puissance de calcul qui soit adaptée, et il faut aussi un espace de stockage important. Alors la problématique, elle est également dans la détection des nouvelles menaces, puisque dans un SOC, généralement, on met des règles pour créer des alertes. Ces règles-là, souvent, par rapport à des choses connues. On ne va pas créer des règles sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'autre souci, donc comme je disais tout à l'heure, le nombre d'alertes et de faux positifs. Et ça, il va falloir le traiter. Et du coup, ça revient un peu à la première problématique qui est le coût humain. Il faut des hommes qui, derrière, gèrent ces alertes et gèrent les faux positifs. Voilà. Donc pour répondre un peu à cette problématique, il faut voir quel type de SOC
est le plus adapté. Est-ce qu'on va choisir un SOC interne, un SOC en mode SaaS ou un SOC managé? Donc le SOC interne, mais en fait tout est géré par une équipe interne au sein de l'entreprise. On peut se poser les questions, est-ce qu'il nous faut, par exemple si on est une entreprise mondiale, est-ce qu'il nous faut un SOC plutôt local, un SOC plutôt régional ou un SOC plutôt global? Donc ça va, il faut aussi s'adapter du coup à l'organisation de l'entreprise. Donc tout est, comme je disais, tout est géré par une équipe interne. L'inconvénient, c'est le coût de départ, hein, parce qu'il faut une équipe qui ne produit pas forcément, mais qui va devoir monter le SOC, donc c'est-à-dire monter les procédures, monter les outils, faire l'installation, faire l'intégration, et ensuite voir avec les différents services comment récupérer tous ces logs, etc. L'avantage, évidemment, ça va être la relation de confiance. On est au sein de l'entreprise, on est à l'intérieur, les événements ne sortent pas de l'extérieur, donc ça va surtout être cette relation de confiance, parce qu'un SOC, pour qu'il puisse fonctionner, a besoin d'une relation de confiance entre celui qui fournit le service et l'entreprise. Donc j'en viens maintenant en mode externalisé, donc en mode SaaS. Euh, donc en mode SaaS, c'est que le stockage des logs, en fait, tout le traitement se fera dans le cloud, hein, on va dire ça comme ça, donc, donc sur des serveurs externes. Donc les logs ne sont pas traités en interne. L'inconvénient, eh bien, comme les logs sortent de l'entreprise, donc ça veut dire que est-ce que l'entreprise ne doit pas se mettre en conformité avec certaines lois, type les entreprises liées à la santé par exemple? Bon, bah, leurs logs doivent rester en interne, ne doivent pas sortir. Euh, et l'avantage, bah, c'est la réduction des coûts, parce que la maintenance, du coup, elle est externalisée. La maintenance, elle est faite par l'hébergeur. Je ne parle pas de la maintenance des outils, mais la maintenance au moins des machines. Et enfin, le mode manager. Donc, manager, en fait, la supervision, elle est faite par un prestataire externe. C'est-à-dire que le prestataire externe va intégrer, installer les outils au sein de l'entreprise, donc en interne, donc les logs ne sortent pas forcément non plus. Donc l'avantage, donc pas besoin de créer une équipe interne, pas besoin du coup de gérer tout ce qui est process de recrutement, etc. L'autre avantage, c'est qu'il peut y avoir un retour d'expérience, puisque si c'est du manager, potentiellement cette entreprise fait également du manager pour d'autres sociétés. Donc il y a un retour d'expérience qui se construit au cours du temps et qui va aider du coup à améliorer plus rapidement en tout cas et à détecter plus rapidement qu'en interne quand on n'a pas forcément les ressources et les compétences. Donc l'autre avantage, ça va être l'accompagnement. L'inconvénient, ça va être de construire cette relation de confiance, parce une équipe externe qui va un peu regarder un peu tout ce qui se passe sur le réseau, d'avoir une connaissance des logs, etc. Mais au début, c'est pas forcément facile à accepter, mais voilà, c'est une relation de confiance qui doit être construite au fur du temps. Euh, donc voilà pour les différents types de SOC. D'autres solutions pour répondre à la problématique, pour tout ce qui est coût humain, etc. Eh bien, c'est l'analyse comportementale qui va pouvoir nous l'apporter, parce que l'analyse comportementale va permettre de réduire le nombre de tickets. Donc si ça réduit le nombre de tickets à gérer, forcément ça va nous réduire aussi le coût humain, puisqu'on a besoin de moins de personnes, moins d'analystes en face de ces outils. Et l'analyse comportementale va permettre également d'améliorer la détection des nouvelles menaces, puisqu'on va essayer de s'appuyer sur un comportement d'une machine pour voir à quel moment elle en dévie, et si elle en dévie, et bien que ce soit une menace connue ou inconnue, on pourra le détecter. Donc nous chez iTrust on propose ce type d'offre. Donc notre offre SOC, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, je le rappelle parce que c'est important de comprendre ce que c'est qu'un SOC. SOC du coup c'est un ensemble de procédures, d'outils et de compétences. Donc sur cette slide on peut voir nous ce qu'on a comme outil, donc qui est iCare, qui est notre scanner de vulnérabilité, Revelium qui va être notre outil d'analyse comportementale, et le SIEM où on utilise des solutions open source
qu'on maîtrise aujourd'hui. Alors ces différents outils, du coup, ben, ils permettent de fonctionner grâce du coup aux compétences que l'on peut avoir et aux procédures. Donc le SOC de niveau 1, le SOC de niveau 2 comme je le disais aussi, qui va faire de l'analyse d'incidents, l'analyse de failles, l'analyse comportementale. Des exemples de solutions open source, oui. Nous, ce qu'on utilise, c'est Greylog, ce qu'on utilise. Greylog avec après toute une base de Logstash, Elastic. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser nous comme solution pour le SIEM en tout cas. Greylog qui est vraiment pas mal par rapport à... Alors, on entend souvent parler de la suite ELK, donc Elastic, Logstash, Kibana. Ce qui est pas mal avec Greylog, c'est qu'on peut gérer, il y a une gestion des ACL, c'est-à-dire qu'on peut créer des utilisateurs sur l'outil Greylog et leur définir des rôles, et ainsi ne pas donner forcément tout l'accès à tous les logs qu'on a à tout le monde. Donc on peut avoir un rôle d'administrateur, un rôle, par exemple, si on veut monitorer une application, eh bien, on peut par exemple faire un rôle pour cette application, comme ça la personne ne visualise que les logs de cette application et pas accès au log firewall par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette solution Greylog, pour le SIEM en tout cas. Donc comme je disais, les équipes et compétences, voilà, donc chez nous, on a des pentesters, on a de la red team, on a du coup des gens qui s'occupent du SOC, et on a également les éditeurs de logiciels. Donc c'est ce qui nous permet un peu d'avoir une visu et d'avoir une visualisation de la sécurité et d'avoir vraiment un panel important de compétences. Voilà, donc comme je vous disais, il y a de la Red Team. Alors ce qu'on appelle Rainbow Team, ça va être tout ce qui est gouvernance aussi. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un élément important si on veut mettre en place un SOC, surtout sur une grosse organisation. euh, Faire de l'analyse de risque, regarder les PSSI, etc. Ça, c'est une première phase qui est quand même très importante et souvent un peu sous-évaluée et qui permet, avec une bonne analyse de risque, avec une bonne PSSI, ça permet quand même lorsque l'on veut monter une offre SOC, lorsque l'on veut monter au SOC en sein de l'organisation, ça permet de savoir tout de suite qu'est-ce qu'on doit protéger en premier, savoir ce que l'on doit regarder en premier. Donc c'est un gain de temps d'avoir ça. Et comme je disais, la R&D, donc, qui développe les outils Iker et Revelium, voilà là-dessus. Propose également des équipes pour le juridique. On a des équipes dans le juridique donc, qui aident aussi pour la gouvernance. Et enfin, troisième point, procédure et reporting. Donc voilà un exemple de procédure. Bon, c'est la procédure, voilà. C'est pour dire nous, on a déjà des procédures qui existent, qu'on utilise lors de nos runs. Également le reporting, donc ça peut être technique, ça peut être des indicateurs clés. Après, nous, on s'adapte suivant la fréquence, suivant la taille de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a réellement besoin d'un rapport hebdomadaire ou d'un rapport mensuel? On peut avoir des rapports trimestriels, par exemple. Voilà. Les points mensuels, SIEM, c'est tout de même important pour déjà tenir au courant un peu de différentes alertes qu'il peut y avoir, de voir comment est-ce que les alertes sont bien traitées au niveau du client, si c'est au niveau du client que c'est traité. Donc faire le point régulier concerne le SIEM. Donc des exemples d'alertes. Voilà, donc connexion depuis des pays étrangers. J'ai un utilisateur ici qui s'est connecté depuis les États-Unis à 10h53 et je le vois être authentifié depuis la Chine à 12h01. Donc ça va être un comportement déviant. Donc on a ce type de règles. Donc c'est vraiment des exemples d'alertes. Voilà comment on les construit. On peut avoir aussi des connexions SSH suspectes lorsqu'il y a une tentative de scan sur du SSH. Par exemple ici, donc là ça nous dit que en une heure, si j'ai 5 événements où la personne a échoué au niveau de l'authentification, alors je vais générer une alerte. Donc ça c'est des exemples d'alertes simples, mais une fois qu'on va corréler toutes ces alertes simples, ça va pouvoir nous construire un scénario et voir un peu pour l'investigation d'où ça a commencé et voir un peu les différentes actions qu'a pu faire l'attaquant.
Donc ici, c'est un exemple de notre outil de ticketing. L'outil de ticketing, en fait, c'est FEAR, qui est open source également. Donc ça, c'est l'outil de ticketing qu'on utilise, qui est assez simple, euh, facile à utiliser au premier abord, contrairement à d'autres outils de ticketing qui sont beaucoup plus compliqués à prendre en main dans un premier temps. Donc voilà le type d'investigation qu'on peut réaliser, par exemple. On peut voir derrière, voilà à quoi représente, comment est représenté un ticket chez nous. On peut voir le log concerné, les différentes sources de l'attaque, la destination. Enfin, ça après c'est suivant l'alerte, toutes les informations que l'on peut mettre dedans. Et ici un exemple de procédure. Voilà, lorsqu'on a des alertes, comment on va gérer l'alerte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va classifier? Est-ce qu'on a besoin d'informations clientes, par exemple? Voilà, donc tout le process, en fait, lorsque la génération des alertes. Évidemment, ces process peuvent être adaptés en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des acteurs aussi. Voilà, mais c'est plutôt ça va plutôt être une procédure assez globale. Et enfin, notre offre, c'est un positionnement unique dans le sens où on est une entreprise où on a, comme je disais, des gens qui sont plutôt dans la partie pentest, donc côté attaquant, on a des équipes qui sont plutôt côté défense, et on a des équipes qui éditent des logiciels de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, peu d'entreprises qui réalisent tout ça. Voilà, donc c'est pour ça on parle de positionnement unique. Ensuite, notre offre SOC est multitenant, hein, c'est-à-dire qu'on peut mutualiser les clients avec un SOC. Comme je disais, on peut mutualiser et séparer, c'est-à-dire que via Greylog, comme je disais tout à l'heure, on peut donner accès par exemple au log à certaines personnes et pas à d'autres, certains types de logs. Le SOC peut se déployer assez rapidement. On travaille en tout cas là-dessus pour pas perdre de temps au niveau du déploiement, au niveau de l'installation. On peut proposer du managé ou du non managé. Donc du managé, comme je disais, où c'est nous qui installons, intégrons les solutions et ensuite qui les exploitons. Et on va accompagner également le client si besoin. Ou non managé, c'est-à-dire que nous on fournit la solution, on est là en tant que support, on maintient la solution, on maintient la configuration, les alertes. Mais c'est le client en interne qui lui a son équipe ou une personne pour gérer, pour exploiter les outils. Donc c'est une solution scalable, hein. On a une technologie de machine learning, donc d'analyse comportementale avec Revelium. Et enfin, c'est des outils iCare et Revelium, des outils français, donc qui ne partent pas à l'extérieur, et où les données ne partent pas à l'extérieur, pardon. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à notre WebEx sur quel élément à prendre en compte dans le choix d'un SOC. Merci et à bientôt.